Bonjour à tous, je suis Raphaël Richard, rédacteur en chef du Journal du Grand Paris. Nous allons continuer cette matinale de préparation des assises du Grand Paris. Vous avez d'ailleurs tous les prochains rendez-vous qui sont déjà affichés sur le tableau. Donc pour la suite, nous allons aborder le sujet de comment accélérer la décarbonation des mobilités. Je vais appeler à me rejoindre donc Jean-Michel Genestier, conseiller métropolitain de la métropole du Grand Paris en charge de la logistique. Vous pouvez venir me rejoindre. Elisa Queru, directrice régionale Île-de-France de Total Énergie. Frédéric Moulin, délégué territorial Val-de-Seine de GRT Gaz. Stéphane Ménoret, responsable politique industrielle du projet IRVE en résidentiel collectif chez Enedis. Et Cyril Guyot, business developer hydrogène renouvelable chez Engie. Florence Mouret. Oui, Florence Mouret, c'est bon, vous avez fini l'interview. Je ne savais pas si vous pourriez nous rejoindre dès maintenant. Et donc Florence Mouret, directrice adjointe de GRDF Île-de-France. Pour l'introduction de la table ronde, nous aurons une double introduction. On va commencer avec Antoine Beyer, chargé d'études fret et logistique à l'Institut Paris Région, qui est également professeur à l'Université de Cergy. Monsieur Beyer, je vais vous demander donc un peu de poser le cadre de cette table ronde sur le sujet comment accélérer la décarbonation des mobilités. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Alors je vais vous présenter rapidement, enfin revenir sur les aspects quantitatifs, c'est-à-dire combien, quelles sont les quantités de gaz à effet de serre émis et par qui, de revenir sur les évolutions, puis rappeler aussi quels sont les leviers pour décarboner les transports. Ça a été assez précisé dans la stratégie nationale bas carbone, et puis donner quelques indications de manière plus générale sur les options qui sont ouvertes. Alors, combien de gaz à effet de serre? C'est pour les transports 13,1 millions de tonnes. Et les transports, pour l'ensemble des émissions, c'est 35% des émissions de gaz à effet de serre, pour lesquelles 31% pour le seul transport routier. On a aussi les plateformes aéroportuaires qu'on oublie généralement, mais c'est 4% et ça pèse beaucoup. On a des tentatives au moins pour les opérations au sol de décarboner, je pense à Orly, mais il y a là un travail à faire. Alors, qui, plus particulièrement, sur ces 35%, donc ces 13,1 millions de tonnes, c'est la route, à 90%, et comme dit, les aéroports à 10%. Et dans la route, c'est essentiellement les véhicules particuliers, parce qu'on tape beaucoup sur le transport de marchandises ou sur d'autres choses, mais à 66%, donc les 2/3, c'est des émissions liées aux émissions de voitures particulières, diesel à 41% encore, essence à 25%. On a pour les trafics les véhicules utilitaires légers, 14%, et les poids lourds, 8%. Donner une ordre de grandeur. Alors, ça c'est si on regarde les évolutions, donc ce sont les données Airparif entre 2005 et 2019. Le transport globalement a baissé. On était à 15,8 millions de tonnes de CO2 équivalent pour le scope 2, et on est passé donc à 13,1 millions, c'est-à-dire une baisse de 17,7%. Le total des émissions a également baissé, un peu plus rapidement. Et donc la part des transports est passée de 32, je pense, avec les aéroports, à 35%. Voilà. Donc ça, c'est les données. Alors, quels sont les leviers, il faut travailler sur ces 5 leviers en même temps. D'abord, travailler sur la demande de transport, et j'insisterai beaucoup là-dessus, c'est-à-dire comment réduire les transports. C'est les questions d'aménagement qui sont importants, et le SDRIF, eux, insiste beaucoup là-dessus. Le report modal, et je pense qu'on en parlera beaucoup dans la deuxième table ronde pour le fret, parce que j'ai vu qu'il y a Aropa, SNCF, Fret SNCF et d'autres. Le taux de remplissage, alors qui vaut, et les leviers valent aussi bien pour les personnes que pour le fret. Meilleur taux de remplissage, covoiturage, mutualisation. Quatrième point, l'efficacité énergétique des véhicules. Peut-être allégé. Alors c'est vrai que l'électrification ne va pas dans ce sens, malheureusement. Et cinquième point, intensité carbone de l'énergie qu'il faut améliorer. Et là, le choix global qui a été fait de l'électrification. Donc on a en gros les 3 premiers, la demande, le report modal et les taux de remplissage qui relèvent de ce qu'on appelle la sobriété.
Et puis les points 4 et 5 qui sont plutôt des améliorations technologiques. Il me semble que dans les tables rondes, on peut partager. La première table ronde parlera plus des questions technologiques améliorées. Et, voilà. Et pour ma part, moi, j'aimerais revenir sur la question de la demande, qui relève de l'aménagement. Et le SDRIF, eux, donc, travaille beaucoup là-dessus, avec des thématiques autour de mieux se déplacer et surtout moins se déplacer. Alors, effectivement, dans l'accélération, c'est d'horizon 2040, qui est l'horizon du SDRIF. Sur les questions de bassin de vie, on parle d'une région à 20 minutes. Donc, essayer de trouver, de réduire les déplacements, rapprocher le domicile, le travail, les activités, et permettre justement des reports, notamment sur les modes plus légers, le vélo en particulier. L'autre point, c'est donc autour de 27 centralités et de 112 polarités. Donc on a cette idée-là. Et le deuxième point, c'est de partager notamment les infrastructures. Alors l'accélération, elle est en cours. Pardon, la transition est en cours. Et l'accélération concerne plus exactement, je pense, deux points sur lesquels il faut être attentif. C'est la question de la géographie. On a opposé ou montré qu'il y avait des risques de scission entre la partie centrale et la partie périphérique dans l'allocation ou la répartition des rôles. Pour les mobilités, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a un centre qui est bien desservi et la transition sera peut-être plus facile par certains aspects, et des zones plus périphériques de deuxième ou troisième couronne qui sont beaucoup plus dépendants de modes carbonés et qui aussi ont un usage plus intensif de la voiture. Alors les réponses, je vais être plus rapide. Alors c'est d'abord la question, les thématiques importantes pour la décarbonation, c'est de partager, de mutualiser, donc de développer l'autopartage, la complémentarité modale avec les rabattements sur les modes lourds. Le transport collectif, c'est aussi de partager les mobilités avec des véhicules. Et je pense que l'Île-de-France n'a pas à rougir des investissements qu'elle fait dans ce sens et la manière dont on se positionne. Un effort est apporté plus sur la périphérie. Et là, on a eu récemment le rapport du Rouvray sur la question des autocars express, sur la longue distance, qui est une voie importante. J'ai repris du rapport, c'est-à-dire que pour 100 €, la tonne carbone économisée par l'autocar express, c'est 100 € la tonne, alors que la voiture électrique serait de l'ordre de 400 à 1100 € par tonne économisée. Pour donner un ordre de grandeur. Donc je pense que si on veut accélérer, c'est peut-être dans ce sens où il faut aller. Bon, il faut bien sûr trouver les financements. Alors derrière ça, il y a cette question du partage et de la mutualisation. Donc je parlais de l'autopartage, la complémentarité modale avec les rabattements vers les lignes structurantes, autocars ou bien sûr train. La question du recyclage, si on parle de l'électrification, je pense qu'il y a aussi des économies à faire globalement, pas uniquement dans les transports, mais de voir ce qu'on peut faire si on ne peut pas, dans le cas où on ne peut pas se passer de voiture. Et il y a toute une question d'articulation et de hiérarchie, donc qui passe par des questions d'aménagement du territoire, de réorganisation des gares, qui assure cette complémentarité et le rabattement modal. Voilà, donc je fais un peu la défense des questions d'aménagement de plus long terme, et je pense que la table ronde va plus s'orienter sur des questions d'ordre technique, technologique, de transition. Merci Antoine Beyer pour ce cadrage à la fois des chiffres, mais aussi un peu de tous les leviers qui existent pour faire avancer les choses. On est tout de suite dans le concret, et les participants à la table ronde ont certains leviers pour avancer dans le sens que vous avez évoqué. Pour la deuxième partie de l'introduction, j'appelle Jérémy Almosny, le directeur régional de l'ADEME Île-de-France, qui va lui aussi évoquer, je pense, les leviers avec la stratégie transport-mobilité. Il vous a un peu coupé l'herbe sous le pied, mais je pense que vous avez quand même des compléments ou peut-être en tout cas des messages aussi à faire passer sur ce sujet.
Merci à nouveau et rebonjour. Donc c'est vrai que vous avez vu souvent ma tête ce matin. Tout a été dit, hein. Je peux citer cette fameuse identité de Kaya de la formidable thèse d'Aurélien Bigot là, qui a été citée par le professeur. Hein. Donc c'est levier, demande de transport, report, taux de remplissage, intensité ou efficacité. On voit bien que finalement, nous, on l'a traduit dans notre stratégie transport et mobilité de l'ADEME, l'a publiée en 2020, par ces 3 leviers qui sont en réalité empruntés déjà par les grandes orientations portées par le GIEC pour parvenir à décarboner notre monde. C'est la sobriété, donc c'est maîtriser la demande, c'est bien sûr la question du report et puis l'optimisation. Et donc derrière ce triptyque, on voit que les leviers et les recours sont multiples. Alors on a cité beaucoup des actions concrètes, hein, parce que je trouve intéressant, c'est lorsqu'on oppose ou lorsqu'on compare les sujets de demande et les sujets de technologie, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Souvent on a beaucoup parlé du 2 litres au 100, moi j'ai envie de parler du 2 personnes par véhicule, et on voit que sur les effets que ça peut produire, ça a des effets tout aussi importants et les investissements sont moindres pour la société. Donc essayons vraiment d'activer, je le dis, ces leviers aussi de l'aspect serviciel et de l'aspect taux de remplissage de nos véhicules en place. Alors plus concrètement, je voulais parler, enfin j'ai peut-être mal compris le sujet, mais je voulais parler surtout de mobilité et logistique, donc j'essaie plutôt de regarder ce levier-là, parce qu'il est vrai que la région Île-de-France, on a dit tout à l'heure, hein, les chiffres du Rose, c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport. On est quand même une région, il faut le saluer quand même, qui emprunte largement les transports collectifs. Il reste encore beaucoup à faire, mais on est quand même extrêmement impliqué. On est beaucoup moins dépendant de la voiture individuelle. Je donne cette big picture à l'échelon francilien, mais il est vrai qu'on a quand même cette singularité d'un territoire métropolitain où l'offre est largement déployée et en périphérie un peu moins, donc il reste encore un travail à faire. Mais si je m'intéresse essentiellement à la question de la logistique, il est vrai qu'on parle souvent des modes de transport, mais la logistique s'adresse de manière beaucoup plus vaste. En fait, derrière ce terme se cachent des fonctions. Donc, quand on parle de logistique, c'est la question des transports, donc distribuer, transporter, mais il y a aussi programmer, entreposer, emballer, traitement de l'information qui nécessite là aussi des infrastructures qu'il ne faut pas négliger et qui font partie de l'équation globale. La question des flux, bien sûr, donc les produits physiques, les produits manufacturés, mais aussi ces flux de données. Et puis ces métiers, on a parlé dans la table ronde précédente des emplois et des compétences. La logistique est un sujet où il y aura nécessité là aussi de déployer des emplois et des compétences. C'est 1 million d'emplois en France et certainement largement plus dans les années précédentes. Et puis des acteurs. Donc on en a certains autour de la table, donc on peut regretter qu'il n'y a pas de logisticiens, mais je crois après, mais on a des chargeurs, des transporteurs, des organisateurs des transports particuliers. Donc on a grosso modo donné quelques leviers. Je vais essayer de les résumer entre ce triptyque, hein, maîtriser, reporter et optimiser. Sur la question de la maîtrise, j'ai envie de parler finalement du consommateur. On n'en a pas beaucoup parlé. La maîtrise de la demande, c'est aussi comment on consomme et comment on se comporte d'une certaine façon. Et donc remonter sur toute la chaîne. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une obligation aujourd'hui pour toute prestation de transport d'informer l'impact carbone de la prestation de transport. Et aujourd'hui, on voit cette information peut-être cachée un peu trop bas dans l'astérisque du contrat qu'on va signer, mais il faudra le montrer davantage et donner la possibilité aux consommateurs de choisir l'offre la plus vertueuse, la plus pertinente sur le plan écologique, et certainement on aura des incidences en conséquence sur les offres proposées. L'enjeu d'embarquer également les acteurs, ça c'est extrêmement important. J'évoquais cette question de flux, cette question également de fonctions ou de métiers. On voit que la réflexion elle est systémique. Il y aura un enjeu là de mutualisation, de mobilisation des moyens. C'est le cas en l'occurrence dans certains secteurs d'activité en Ile-de-France qui pourraient se tourner vers cette mutualisation de moyens. Je pense en l'occurrence à la gestion de stockage ou à l'orchestration des mouvements du BTP. On peut imaginer des choses extrêmement intéressantes. Et puis, maîtriser la demande, c'est raccourcir aussi les distances. Et donc, la question des circuits courts revient comme une évidence, à condition là aussi de mutualiser les moyens. Bon, le report modal sur la logistique, je ne vais pas anticiper ce qui va être dit par la table ronde d'après. C'est la question des modes les moins émetteurs. Hein. Et là, on réfléchit en tonnes par kilomètre. Donc, on va forcément citer le fluvial, citer le ferroviaire en premier lieu. Et puis, bien sûr, viendra la question de la cyclo-logistique pour ces premiers et derniers kilomètres. Et enfin, l'optimisation, c'est ce recours aux technologies, les technologies décarbonées, la mobilité électrique, la mobilité biogénérée, la mobilité hydrogène, qui là aussi rencontre une équation fondamentale, c'est-à-dire comment rendre cette solution viable technologiquement et techniquement. Et donc pour ça, devront se rencontrer l'offre et la demande autour d'écosystèmes largement déployés et pour lesquels l'ADEME déploie depuis
maintenant plusieurs années des appels à projets. Alors j'ai noté qu'il fallait faire moins de subventions à la table ronde précédente, donc c'est noté. Mais sachez que jusqu'à présent, nous avons la possibilité encore, pour ceux qui le souhaitent, donc n'hésitez pas à nous solliciter à candidater à nos nombreux appels à projets. Et je me permets, Raphaël, juste une petite publicité, parce qu'on a aujourd'hui un temps fort, un momentum avec France 2030, qui est ce plan gouvernemental de 9 milliards, enfin de 51 milliards d'euros, dont 9 milliards d'euros confiés à l'ADEME pour accélérer la transition écologique selon des grands secteurs stratégiques dans lesquels figurent la mobilité, la logistique et l'hydrogène. Et pour cela, nous avons une série d'appels à projets disponibles, ouverts, sur l'électrification, les écosystèmes pôlo-électriques, sur la logistique 3.0, sur les entrepôts logistiques, sur les écosystèmes hydrogène. Donc c'est vaste et varié. On est bien sûr à votre disposition pour vous donner davantage d'informations. Et je pourrais certainement y revenir lors de la conclusion de la seconde table tout à l'heure. Donc bonne table ronde et merci encore de cette tribune. Merci Jérémy. Donc effectivement, vous avez évoqué le fait que ce sujet va être traité en deux parties, en deux tables rondes. Une première sur, on va plus parler de mobilité et surtout de motorisation, de nouvelles énergies. Et puis une deuxième partie qui sera plus portée sur la logistique. Sur ce premier sujet, donc nous avons Jean-Michel Genestier. Vous êtes conseiller métropolitain en charge de la logistique. Donc on parlera logistique après, mais vous pouvez parler plus largement de l'action de la métropole qui s'est saisie d'un certain nombre de ces leviers qui ont été évoqués en introduction. Est-ce que vous pouvez évoquer justement comment la métropole s'est saisie de ces sujets en mettant en place certaines actions sur le terrain? Merci de m'avoir invité au milieu d'éminence des grandes sociétés que nous avons et en présence du patron de l'ADEME Île-de-France. Effectivement, la métropole du Grand Paris, c'est un peu plus de 7 millions d'habitants, c'est 131 communes avec une très grande diversité, à la fois politique, mais c'est d'abord la métropole des maires, avant d'être une organisation politique séparée en fonction des attachements des uns ou des autres à un parti politique. Et c'est ça qui est quand même très très important parce que ça avance vite. C'est une création de 2016. Ça a été pour nous la mise en place en 2018 du pacte logistique métropolitain. Et puis un acte 2 dont je parlerai tout à l'heure qui nous permet aujourd'hui d'agir au quotidien, en tout cas de pousser tous les acteurs à faire que sur cette aire géographique extrêmement importante, lieu de consommation mais aussi lieu de production qui doit être le plus vertueux possible et qui doit répondre à la question que vous posez, c'est comment décarboner tout cela. Le plan climat air énergie de la métropole a été adopté. Il a été également adopté dans la plupart des établissements publics territoriaux qui sont au nombre de 12 sur la métropole et qui ont des objectifs extrêmement importants liés à la décarbonation et qui reprennent une partie de ce que le directeur de l'ADEME nous a indiqué tout à l'heure. Et donc, comment nous, on traite les choses? C'est-à-dire que le président Ollier, lui, dit toutes nos actions doivent être optimales dans la décarbonation, quels que soient les sujets. Alors, on peut traiter de sujets touristiques, on peut traiter de sujets énergétiques, évidemment, et dans ces sujets énergétiques, la métropole, dans le cadre de l'action Métropolis, a pour objet et objectif d'ici à la fin de l'année, puisque là, on essaie sur un plan de plusieurs années, de mettre en place 5000 bornes électriques dans les communes, les 131 communes de l'aire géographique métropolitaine, et de faire que, à travers des expérimentations, donc là on retrouve évidemment l'ADEME, mais aussi l'Europe, nous participons à un grand nombre d'expérimentations qui permettent à chaque fois de décarboner. Voilà, donc le sujet des transports de voyageurs nous intéresse, mais ça n'est pas notre compétence, c'est la compétence de la région et par l'intermédiaire en particulier d'Île-de-France Mobilité qui fait plutôt très bien son travail dans le sens où Île-de-France Mobilité est confrontée à des injonctions contradictoires tous les jours et ils essayent de faire que l'ensemble des franciliens métropolitains puissent avoir des déplacements pendulaires les mieux organisés. On s'est attaché sur l'aspect transport de marchandises à faire que nous puissions avoir des actions qui soient les plus rythmées possibles. Et donc on a fait un constat sur les typologies en fait, de marchandises transportées et en fonction évidemment des modes de transport. Alors on le sait très bien, en France, 85-90% des marchandises sont transportées par la route. C'est le mode le plus efficace qu'il soit. C'est un chiffre qu'il faut avoir en tête. Sur 1000 km, l'efficacité de la route, au quart d'heure près, c'est 98,5% des marchandises qui arrivent
donc à l'heure, au quart d'heure près. Et quand on prend les autres modes de transport, ils ne sont pas dans ce sujet. Et donc l'adaptation que nous souhaitons, c'est de faire que les chargeurs, ceux qui détiennent les marchandises, comprennent qu'ils peuvent prendre le train, ils peuvent prendre le fluvial, mais avec bien des équations qui sont assez différentes. Et donc il faut convaincre tous les acteurs de la chaîne logistique, y compris ce qu'on appelle les commissionnaires de transport, et ça, peu de personnes en parlent. Les commissionnaires de transport, c'est ceux qui vont organiser le transport de marchandises, quels que soient les segments, et assurer toutes les opérations de dédouanement et toutes les opérations administratives. Et bien, ces gens-là, qui sont dans le monde entier, il faut pouvoir les convaincre que sur la métropole du Grand Paris, mais aussi, et on pourrait peut-être en parler un tout petit peu, sur l'axe Seine, et je sais que le journal du Grand Paris est aussi le journal de l'axe Seine, et bien que nous puissions avoir à travers l'entente de l'axe Seine, eh bien, une organisation qui permette d'assurer un transport de marchandises qui soit le plus vertueux possible. Donc on n'est pas en train de critiquer la route, parce que la route évolue fortement dans ses missions, et on voit bien qu'elle se décarbone assez rapidement, mais si on veut passer un cap, il faut pouvoir, encore une fois, eh bien, convaincre ces chargeurs de prendre un peu plus de ferroviaire et un peu plus de fluvial. Sur les énergies, la métropole agit aussi, et là on est plus sur du transport de voyageurs, en déployant des bornes de recharge électrique. La métropole a décidé d'agir sur ce sujet. Pourquoi? Parce que les communes avaient du mal à investir, parce qu'il y avait un maillage qui se mettait en place un peu trop lentement. Quelles étaient un peu les difficultés identifiées pour s'investir sur le sujet? Le rôle d'une organisation politique supra, c'est de regarder les sujets qui sont dans l'air du temps et qui servent la population et qui ne vont pas assez vite. Et donc, il est clair que la métropole, c'est un activateur. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a fait ce choix, en complément d'autres, puisque l'État peut intervenir, la région peut intervenir. Et d'ailleurs, le président Ollier rappelle souvent que ça serait bien qu'on puisse avoir un guichet unique qui permette, lorsqu'on a besoin, lorsqu'on est un acteur aussi économique, modeste, vous savez, on a beaucoup de commerçants, beaucoup d'artisans, et j'étais encore l'autre fois auprès des artisans du monde en fait de la construction, qui disaient mais tout ça c'est bien, mais on n'a pas le temps d'aller voir l'un ou l'autre, et on aimerait bien effectivement avoir un guichet unique. Donc tout ça n'est pas encore fait, mais on participe aussi à cela, et donc on croit ce que l'État au global, quels que soient les gouvernements, peut nous dire, c'est-à-dire que la partie électrique est un élément important, il faut pouvoir y participer, et à partir du moment où on a en France cette chance d'avoir une électricité qui est plutôt décarbonée, essayons d'aller dans ce sens-là. Oui, ce guichet unique pourrait être par exemple un levier pour accélérer un peu les choses. Exactement, ça pourrait être un levier très important et facilitateur évidemment. Merci. Elisa Queru, Total Energy est présent sur de nombreuses énergies, pas seulement l'électricité, et c'est justement de développer des stations, enfin de la production et des stations. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont le constat que vous faites sur justement la mise en place de ces différentes énergies, et un peu quels sont les freins qui pourraient être levés pour accélérer leur développement? Merci ravi de pouvoir échanger à nouveau. En fait, en tout cas sur le sujet de la mobilité bas carbone, pour nous, ce qui est très important, c'est effectivement d'avoir une vision intégrée. C'est-à-dire que pour que, au-delà du véhicule en lui-même, c'est bien de remonter toute la chaîne. Et en tout cas, nous, notre volonté sur notre modèle, c'est d'être vraiment intégré, c'est-à-dire de s'assurer qu'on produise bas carbone et effectivement ensuite faire la distribution. Donc un exemple très clair qui montre la trajectoire et le fait que progressivement les véhicules thermiques vont être, en tout cas pour les véhicules légers, remplacés par les véhicules électriques. Et qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, aux bornes de l'Île-de-France, puis on va voir au niveau de la métropole, cette vision intégrée? C'est d'une part, nos sites de Grand Puy, Gargenville, qui étaient des sites pétroliers, qui raffinaient du pétrole, on les a arrêtés. À la place, je le disais tout à l'heure, on a fait les 2 plus grandes centrales photovoltaïques d'Île-de-France. Donc ça, c'est un exemple. Et puis à côté de ça, vous voyez, on est en train d'une part de transformer nos stations-service, j'y reviendrai. Et puis, c'est également Total Energy qui opère les bornes Bélib de la mairie de Paris. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment dans cette vision d'ensemble et d'intégrer que ça fait du sens. Donc ensuite, sur le bas carbone, effectivement, les véhicules légers, ça semble assez... la
trajectoire est lancée et ça sera électrique. Et puis mettons en place effectivement les systèmes. Je pense qu'il est important en effet que nous, et c'est ce qu'on fait, on transforme notre réseau pour justement proposer du multi-énergie. On parlait tout à l'heure de la méthanisation, mais c'est de la même manière dans cette vision intégrée sur le fait qu'on soit un acteur majeur de la méthanisation, c'est aussi de proposer quand ça fait sens par rapport aux flottes, de pouvoir notamment les bennes à ordures de la mairie de Paris proposer du méthane, du biogaz aussi pour les flottes de propreté par exemple. Et donc que sur une station-service où avant il y avait le choix entre deux, maintenant voilà, vous avez cette diversité. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de très important, et notamment sur la mobilité électrique. Pour accélérer, on en revient justement à rassurer sur les infrastructures. C'est très important de montrer que les choses avancent, et notamment la haute puissance, parce que nous, notre vision, c'est que la majorité de la recharge, elle se fera effectivement à domicile, au travail, et puis 20% sur la voirie, et ça inclut effectivement les stations-service. Alors la métropole, elle a cette spécificité de l'aménagement du bâtiment collectif, c'est-à-dire que l'autoconsommation se prête assez bien dès que vous êtes en pavillon, en maison, et donc j'ai envie de dire que la spécificité de la métropole, c'est que forcément, sans doute que l'espace public, et c'est pour ça qu'on est également présent dans les bornes, dans les parkings, ça c'est effectivement quelque chose d'important. Et puis alors ensuite, pour rassurer et faire en sorte que les gens s'orientent sur du véhicule électrique, il y a toutes ces un peu plus longues distances, et notamment les autoroutes, et c'est pour ça que nous on a massivement investi, et on continuera à massivement investir pour développer de la borne haute puissance sur autoroute avec des temps de charge de 20 minutes, 30 minutes, tel que d'ailleurs vous pouvez l'avoir aussi sur le circulaire de la Défense. Mais là où les gens ont une inquiétude, c'est de se dire mais si je me retrouve coincé avec mon véhicule électrique sur l'autoroute. Donc nous là on a sécurisé 40% en gros des bornes ultra rapides sur autoroute. On a mis en œuvre pour que justement on puisse être opérateur de ces bornes électriques, pour justement ça c'est pour la mobilité électrique. Et puis métropole du Grand Paris, métropole, ça donne toute la dimension internationale. Il y a l'aérien, les carburants aériens et les biocarburants, là aussi on est acteur là-dedans, et c'est pour ça que sur ces plateformes de Grand Puy et Gargenville, on va développer une unité de production de carburants durables qui sont faits à partir d'huile usagée alimentaire et de graisse animale issue des abattoirs. Donc ça aussi c'est un point qui est très important. Ça peut aussi servir à d'autres usages, notamment sur les groupes électrogènes. Bon, là ce qui va être fait c'est essentiellement là-dessus. C'est aussi regardé pour le fluvial, on pourra en discuter, parce que ça permet ces biocarburants qui permettent d'économiser 80% de CO2 quand vous comparez ça à du fossile. C'est vrai que ça ne nécessite pas de changer de motorisation, mais c'est transitoire. On est bien d'accord que la filière en elle-même, pour justement sécuriser et donc approvisionner la matière première, que sont ces huiles usagées alimentaires et puis ces graisses animales, il faut mettre en œuvre. Et donc je dirais que là, sur l'accélération, la réglementation a quand même permis d'impulser ça, parce que aujourd'hui, s'il y a une obligation d'incorporation des compagnies aériennes d'1%, ce sera 2% en 2025, 5% en 2030. Et alors là, forcément, nous avons besoin de visibilité dans les accélérations, que ce soit au niveau de production et de distribution. Et ça permet d'investir. Et puis après, sur toute la chaîne, ça a été dit, sur toute la chaîne, ça permet aussi que tout ça se mette en œuvre. Donc cette dimension-là est aussi importante. Et donc typiquement, ce qu'on va mettre en place à Grand Puy et stocké à Gargenville, ça va permettre de décarboner les aéroports parisiens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'ores et déjà, c'est pas produit localement, mais on en fait ailleurs. Mais typiquement, l'aéroport du Bourget, aujourd'hui, ils incorporent à hauteur de 30% ces biocarburants, ces carburants durables. Donc ça, c'est le deuxième axe. Donc on a parlé du véhicule. Sur le transport lourd, longue distance, l'hydrogène a toute sa place. On a annoncé 100 stations pan-européennes en partenariat avec Air Liquide. Donc là, c'est sûr. Et puis on pointe et on voit émerger aussi, même sur le véhicule lourd, avec tous les progrès en termes de batterie, sans doute également une mobilité
lourde, électrique. Et donc là aussi, il serait important de mettre en œuvre les infrastructures. Et puis toujours pareil, sur la dimension technologique, c'est pour ça qu'on met en œuvre avec Stellantis et Mercedes une gigafactory dans le nord à Douai, parce qu'on voit bien qu'en termes de batterie, la technologie est très très importante et donc il faut aussi être intégré. Et je terminerai là-dessus sur l'autre aspect qui est très important, c'est la technologie aussi des bornes électriques, parce qu'on parlait de l'infrastructure, ça va très très vite et il est très important de pouvoir mettre en œuvre ces bornes électriques intelligentes qui permettent aussi de faire de la voiture un stockage et qui permet de réguler aussi l'énergie sur le réseau. Et toutes les bornes électriques ne permettent pas forcément de le faire. Et donc aussi, j'ai envie de dire que les choses vont très très vite. Et ça, c'est très très important d'être toujours dans l'échelle de temps très proche des nouvelles avancées technologiques en matière d'énergie bas carbone. Merci. Vous parliez du transport lourd. Aujourd'hui, la solution qui est peut-être la plus opérationnelle, c'est comme le GNV, le bio-GNV. Donc Frédéric Moulin, pour GRT Gaz, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se développe et puis un peu quelles sont les craintes réglementaires sur éventuellement la fin de certains moteurs thermiques et qui donc posent un peu des questions en termes de visibilité, d'ailleurs, dont parlait Elisa Querut aussi, d'avoir une visibilité réglementaire sur l'avenir. Alors effectivement, moi, le point de vue duquel je parle, c'est le sujet de la logistique et avec effectivement un rôle d'opérateur de réseau. Alors, j'ai au moins 4 bonnes raisons peut-être de m'adresser à vous, parce qu'effectivement c'est pas absolument évident que GRT Gaz intervienne sur un sujet comme celui-ci. La filière de l'utilisation du gaz pour véhicules, donc ce qu'on appelle historiquement le GNV, donc c'est une filière historique qui dans les années 90 s'est développée en particulier pour le transport public. On a vu là dans les dernières années un regain extrêmement important et clairement la région Île-de-France est en pointe. Alors en Europe, je ne sais pas si c'est le projet le plus ambitieux en Europe, mais on pourrait dire que ça y ressemble, d'utilisation du gaz pour transformer la flotte de bus et en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'utilisation de biométhane qui est pour bonne partie produit sur le territoire francilien. Donc on a le sujet effectivement du transport lourd de personnes, aussi véhicules type benne à ordures ménagères, et puis il y a effectivement la question de la logistique pour les véhicules lourds. Donc là aussi, on a observé dans les dernières années un développement important en Île-de-France. Donc nous, ça fait effectivement assez longtemps qu'on s'intéresse à ces sujets-là. Alors en premier lieu avec un rôle traditionnel d'opérateur de réseau, donc c'est-à-dire être en situation de raccorder un certain nombre d'installations qui peuvent être des stations publiques les plus importantes comme la station du CIGEF opérée par Total Energy dans le port de Gennevilliers, ou alors un certain nombre de centres bus de la RATP. Donc ça c'est un rôle traditionnel. On est aussi sur des travaux un peu plus prospectifs. Par exemple sur l'Axe-Seine, on est partenaire d'une étude qui rendra ses conclusions dans les mois qui viennent, qui s'appelle Avicaf, en partenariat avec VNF, Aropaport et la Banque des Territoires pour mettre en place un schéma directeur de solutions d'avitaillement à faible émission. Et puis, on est aussi maintenant, on va dire, on travaille aussi à des questions de filière. Là aussi, le lien que j'évoquais tout à l'heure entre la production et la consommation. Donc, clairement, aujourd'hui, en termes de maturité technologique et économique, au moment où on se parle, la solution BioGNV est une solution de référence pour les opérateurs de transport. Aujourd'hui, effectivement, un transporteur qui veut décarboner une partie de sa flotte, soit pour lui-même, soit on va dire, à la demande des opérateurs pour qui il travaille, ça peut être les grandes enseignes de la grande distribution par exemple, on voit que clairement ce qui s'est développé de façon très importante, c'est l'utilisation du GNV. Et ce qu'on a pu observer aussi dans les dernières années, c'est que la croissance aujourd'hui, elle porte essentiellement sur l'utilisation de ce carburant renouvelable, donc le bio-GNV. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ouvre vraiment une perspective de décarbonation complète, parce qu'on a eu un doute pendant un moment, on s'est dit bon, on va utiliser du gaz comme carburant, est-ce qu'un jour ce gaz va devenir renouvelable? Réellement aujourd'hui, dans les développements qu'on voit, ça on l'observe. Donc ça c'est vraiment intéressant de le dire, mais c'est vrai que là aussi, au moment où on se parle, le projet d'évolution du règlement CO2 qui a été présenté par la Commission européenne, donc, alors, qui est entré dans le cycle complexe de validation des textes européens, donc on en est encore au stade de proposition de la Commission européenne,
il impose un calendrier de sortie des véhicules à moteur thermique, donc pour les poids lourds, pour les bus, dans un agenda qui est très contraignant, très proche, et évidemment ça fait peser une menace importante sur des opérateurs qui ont choisi le bio-GNV avec réellement, on est sur une solution qui a une vertu à moyen et long terme. Donc on n'est pas uniquement sur une solution de transition, mais c'est vrai que ce projet d'évolution du règlement CO2, dans la mesure où il mesure les émissions à l'échappement et pas sur le cycle complet, évidemment, il fait porter un risque important sur la pérennité de cette filière. Un autre aussi, et peut-être le dernier élément que je voulais évoquer et que j'ai oublié, c'est que GRTgaz est aussi, pour une petite part, mais c'est important de le signaler, investisseur dans la SEM CIGEF Mobilité, qui a été constitué par le CIGEF, avec l'idée qu'effectivement on avait besoin d'initiatives publiques pour densifier rapidement le réseau de stations publiques. Et c'est vrai que pendant longtemps on a dit ok, un transporteur qui veut choisir le GNV ou le bio-GNV, il va avoir du mal à trouver une station. Grâce en particulier à cette initiative, à la SEM CIGEF Mobilité, on a aujourd'hui un réseau qui s'est fortement densifié et qui continue à se densifier de façon significative. Donc réellement en Ile-de-France, on a un terrain qui est très favorable pour que le bio-GNV puisse continuer à se développer et apporte une solution à tous ceux qui veulent décarboner leur flotte. Merci. Florence Mouet, GRD fait aussi sur ce sujet GNV, bio-GNV, et sur ce sujet du maillage, on avait discuté en amont de la table ronde, c'est aussi un point important pour le développement notamment de stations multi-énergie. Voilà, comment vous réagissez, vous, à ce qui vient d'être dit ? Mon intervention, elle va être dans la continuité de celle de Frédéric, puisque GRDF a également une mission de raccorder des stations GNV à son réseau et donc participer à la décarbonation des mobilités en ce sens. Donc je ne reviendrai pas sur les propos de Frédéric que je partage largement. Je ferai juste peut-être un zoom sur la problématique en Ile-de-France. On a aujourd'hui un maillage de stations d'énergie GNV, bio-GNV qui se densifie, mais qu'il faut poursuivre, puisque aujourd'hui on a à l'ouest de l'Île-de-France un certain déficit en matière de stations d'avitaillement qui permettent à des professionnels de choisir le GNV, bio-GNV. Donc on estime côté GRDF que justement dans le cadre des schémas directeurs qui sont mis en place, il y a une réflexion à avoir, et je pense notamment au SDRIF-E, sur peut-être la mise en place d'un schéma directeur sur les stations multi-énergie qui permettent de mailler au mieux les besoins et d'offrir aux professionnels et aux particuliers qui vont vers la décarbonation l'ensemble des possibilités en matière d'énergie qui s'offrent à eux, puisque on le voit bien, en fonction des usages, en fonction de la nature de l'activité, le carburant ou la solution d'énergie décarbonée n'est pas la même. Donc il faut pouvoir offrir des stations multi-énergie qui mettent à disposition de l'électricité, de l'hydrogène, du bio-GNV et d'autres solutions qui peuvent émerger. Donc à l'ouest, il y a un déficit et donc il faut le combler. On a aujourd'hui des artisans qui sont quasiment en Normandie, qui sont à l'ouest de l'Île-de-France, qui doivent par exemple, aller s'approvisionner à Rungis, c'est 80 km qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui avec une solution nécessairement électrique et qui sont en besoin de stations GNV. Et la difficulté, c'est trouver le foncier et c'est mettre ensemble tous les acteurs pour faire émerger les stations. Donc, pour trouver du foncier, c'est quand même plus facile d'aller sur une station qui est déjà existante avec du carburant traditionnel. Donc, voilà, dans une logique de schéma directeur multi-avitaillement, recensons ces stations qui existent et puis accompagnons-les pour offrir d'autres types de carburants. Et il y a un deuxième sujet, c'est que la prise de décision, elle est compliquée. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est une collectivité ou une entreprise qui doit prendre une décision sur la décarbonation de sa flotte, légitimement, certains peuvent être un peu perdus.
Donc il y a plusieurs acteurs qui peuvent accompagner à la décision, mais il y a aussi un outil très simple, mais dont on est assez fier, qui a été lancé l'année dernière, qui s'appelle MaZFE, qui est une initiative qui est un site internet d'aide à la décision, construit avec la métropole du Grand Paris, avec le CIGEF, avec Enedis, avec GRDF et d'autres acteurs, qui permet à une collectivité ou à une entreprise de se dire, bah voilà, c'est quoi mon activité, je me déplace dans quelle zone d'Île-de-France, à quelle fréquence, sur quel kilométrage, et en rentrant tous ces paramètres, il y a les solutions, disons, les plus adaptées qui émergent et qui permettent d'accompagner une prise de décision sur du véhicule électrique, du véhicule GNV ou peut-être demain du véhicule hydrogène. Donc voilà, il y a besoin de schémas, il y a besoin d'aide à la décision pour passer à la décision et à l'action. Et donc, on est ravis d'accompagner cette transition sur l'Île-de-France. Merci. Donc un des leviers, c'est aussi donc cet accompagnement des usagers vers quelle énergie doivent se tourner. Pour revenir sur l'électricité, donc on a vu que pour les véhicules légers, c'était l'énergie qui s'imposait et qui se développe notamment pour les particuliers. On a parlé du maillage de station, mais l'électricité, c'est souvent plutôt à domicile que les particuliers se rechargent. Donc il y a un sujet d'installer des bornes chez les particuliers directement. C'est un de vos sujets, donc Stéphane Ménoret. Et notamment, un des sujets, c'était la question du financement jusqu'ici qui posait quelques problèmes et qui en passe peut-être d'être solutionné. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Rassurez-vous, j'ai juste deux diapos. Mais on l'a évoqué un peu en introduction, hein, un des leviers de la décarbonation, des mobilités, c'est le développement de la mobilité électrique sur tout le territoire et puis pour l'ensemble des acteurs. Je vais faire un zoom spécifiquement sur l'équipement en infrastructure de recharge dans le résidentiel collectif. Pourquoi, comme vous venez de le dire, hein, la grande majorité des recharges des véhicules électriques se font à domicile. Et quand on regarde spécifiquement en résidentiel collectif, aujourd'hui, il y a seulement 2% des copropriétés qui sont équipées d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Dans un contexte où, juste quelques chiffres, à fin 2022, on a plus de 1,1 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables, donc avec une forte augmentation, plus 46% par rapport sur un an, et avec ce jalon de 2035 que vous connaissez, ou avec une perspective de 17 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables à cet horizon. Donc voilà, donc évidemment, fort de ce contexte, le fait de développer les infrastructures de recharge au sein du résidentiel collectif, c'est un levier important. On a 236 000 résidences avec un parking de plus de 6 places en France au périmètre Enedis. Ça représente un peu plus de 8,4 millions de places de parking électrifiées. Ça pose un peu le sujet et le développement de ces infrastructures. Vous avez évoqué un des freins qui concernait le financement. En effet, tous les copropriétaires en immeuble n'étaient pas prêts à avancer les frais pour développer et installer cette infrastructure collective. Et c'est en cela où le contexte réglementaire a évolué. Alors, il y a deux grandes solutions collectives qui existent pour développer les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Et Enedis, en tant qu'acteur de service public, accompagne l'ensemble des démarches, quelles que soient les solutions choisies par les copropriétés. Donc la première grande solution, c'est une solution portée par des opérateurs privés, donc avec lesquels ces opérateurs proposent un service de recharge, tout compris. Et dans ce cadre-là, Enedis vient réaliser un raccordement pour installer un point de livraison, et ensuite l'opérateur privé réalise le reste de l'installation. La deuxième solution, qui s'appelle Réseau électrique auto, elle consiste à venir installer le réseau public de distribution au sein des parkings des immeubles. Et là, c'est chaque demandeur, chaque propriétaire d'une place de parking qui vient ensuite demander, on va dire, un branchement pour équiper sa place de parking. Et quand je disais que le contexte réglementaire a évolué, dans le cadre de la loi climat et résilience de 2021, donc il y a un décret qui est paru en septembre 2022, et qui permet à Enedis de préfinancer l'installation de l'infrastructure collective dans les parkings.
Donc ça permet de lever ce frein lié au financement, hein, puisque avant ce dispositif, tous les copropriétaires, qu'ils souhaitaient ou non équiper leur place de parking, devaient contribuer au titre de la répartition des tantièmes. Là, avec ce préfinancement, seuls les demandeurs d'équiper leur place de parking contribuent via une quote-part au coût de cette infrastructure collective, et donc avec ce dispositif de préfinancement. Donc c'est un vrai levier pour favoriser ce développement. Et pour être complètement complet, donc suite à cette publication du décret en septembre, donc on attend dans les prochaines semaines la publication des arrêtés qui rendront complètement ce dispositif opérationnel. Merci. Pour finir, on va reparler un petit peu d'hydrogène. Elisa Keurer en a parlé tout à l'heure, mais donc c'est un peu l'énergie de demain, on va dire, parce que les autres sont un peu plus en place. Cyril Guyot, donc vous travaillez sur le sujet de l'hydrogène, vous, pour Engie Solutions. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, quelles sont les prochaines étapes à franchir pour cette énergie, et aussi le fait que vous partagez la même interrogation, donc que Frédéric Moulin, sur la réglementation sur les moteurs thermiques. Oui, alors donc en effet on est sur un vecteur énergétique aujourd'hui qui n'a pas la même maturité que ce qu'on peut voir sur les infrastructures de véhicules de recharge de véhicules électriques et de maillage en termes de maillage au niveau du réseau de stations GNV, alors qui sont des vecteurs sur lesquels au sein de la direction mobilité d'Engie Solutions on est également actif, et ce qui nous permet aussi de développer des stations multi-énergie comme on va pouvoir le faire sur le port de Gennevilliers, donc en distribuant à la fois de l'hydrogène, du bio-GNV et donc mettant en place des bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc on a également ce sujet multi-énergie au sein d'Engie avec une intégration globale avec des infrastructures de production d'énergie renouvelable sur lesquelles on est très actif depuis des décennies. Donc aujourd'hui sur la maturité de l'hydrogène, on a un réseau de stations qui est assez peu dense, avec aujourd'hui quand même globalement des petites stations qui distribuent pour la majorité de l'hydrogène gris à date. Donc il y a un très gros enjeu aujourd'hui déjà de décarboner ces usages-là et donc de distribuer de l'hydrogène vert, et donc pour ce faire de faire émerger des centres de production d'hydrogène vert. Donc aujourd'hui, on voit les premiers fruits de l'appel à projet écosystèmes territoriaux qui est mené par l'ADEME, avec donc l'implantation de nouveaux centres de production d'hydrogène vert, et aussi une montée en puissance des tailles des stations, donc qui permet d'arriver à l'échelle sur ces installations-là, même si on a encore du chemin à parcourir. Donc il y a une dynamique qui a été insufflée justement par l'appel à projet de l'ADEME et qui doit continuer à être alimentée, et on attend avec impatience bien évidemment la relance de cet appel à projet. Donc il y a cet enjeu-là, il y a cet enjeu surtout, et c'est aussi un des points qui était adressé par l'appel à projet, d'accompagner les usagers et les utilisateurs finaux dans leur transition vers l'hydrogène, et donc les accompagner dans l'achat de véhicules hydrogène via des subventions. Cet appel à projet était le principal et quasiment le seul guichet de subventions pour les usagers, donc c'est très important de les accompagner sur des technologies qui sont encore peu fiables car assez jeunes, qui sont en train de monter en maturité, qui vont avoir aussi des contraintes de maintenance particulières, donc il faudra adresser territoire par territoire, même si la mobilité hydrogène présente des avantages en termes d'exploitation comparée à la batterie, et c'est là où elle devient pertinente, notamment pour les véhicules lourds, donc avec des autonomies plus conséquentes, mais aussi pour les véhicules légers à usage intensif, où finalement les cycles de recharge de batterie contraignent l'exploitation de ces véhicules-là. On peut parler de l'exemple des flottes de taxis à Paris, on peut parler aussi des véhicules utilitaires légers utilisés pour de la distribution. Ça peut être des usages aussi pertinents de l'hydrogène. Également, on a une énergie qui peut être multimodale. Donc on a Engie pour le coup un partenariat avec Alstom pour développer le fret ferroviaire à hydrogène, donc qui est une technologie dual power entre justement du raccordement caténaire et aussi une motorisation hydrogène pour éviter justement de faire rouler des locomotives diesel sur des voies électrifiées.
On regarde aussi de très près les évolutions qu'il peut y avoir sur le fluvial. Il y a des expérimentations. Après, le secteur du fluvial est quand même un secteur qui va au fil de l'eau et pas forcément très rapidement, sachant les durées que peuvent avoir les motorisations des bateaux. Mais on regarde également de ce côté-là pour voir dans quelle mesure on peut répondre aux besoins de décarbonation de ce secteur-là, qui va être touché notamment par l'implantation des ZFE. Merci. On va avoir un défi à résoudre dès maintenant, c'est celui de ne pas prendre trop de retard. Donc on va passer à un deuxième tour de table assez rapide. L'objectif de cette matinale, c'est d'aboutir à des propositions sur ce sujet de comment accélérer la décarbonation des mobilités. Je vais redonner la parole à chacun d'entre vous et je vais vous demander donc d'être assez concis. Je vais commencer par Elisa Querut, je vous en prie. Oui, moi je pense que c'est très important et puis on est là dans un exercice justement avec le journal de Grand Paris de communication et de faire savoir au plus grand nombre. Mais en gros aujourd'hui on est dans une période où on met en place les infrastructures et les usagers se demandent s'il y a des infrastructures. Et voilà. Donc je pense que c'est effectivement un point très très important, c'est vraiment de communiquer largement sur tout ce qui se met en place. Et que quelque chose qui peut parfois apparaître, on échangeait avec GRDF sur les inaugurations justement de stations multi-énergie avec biogaz, bornes électriques, etc. Je pense que c'est très important parce que ça rassure, parce que quand vous mettez à la place du client qui à un moment se dit bon voilà maintenant il faut que je change ma flotte, il faut que ceci et cela, que finalement en bande son de fond ils entendent que oui les choses changent, parce qu'il y a une bande son qui dit non rien ne change vraiment, ça va pas, mais si les choses changent et sur les territoires les choses changent et il y a des solutions, je profite de l'occasion qu'on soit dans un exercice aussi de communication avec le journal Grand Paris, mais je pense que médiatiquement il y a vraiment un enjeu à faire savoir que aujourd'hui les choses évoluent pour que les solutions bas carbone, en tout cas en termes d'appropriation et le fait que le client choisisse ces énergies leur montre qu'il y a des solutions. Florence Moret, vous avez parlé tout à l'heure d'outils d'aide à la décision. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui, a priori, pourraient être aussi des leviers ? Moi, je voudrais passer 3 messages. Conclusion, rebondir sur ce que Cyril disait. Le fluvial, c'est le nouvel enjeu en termes de décarbonation des mobilités. En tout cas, sur l'Île-de-France, l'axe Seine doit être décarboné. Donc, aujourd'hui, les bateliers réfléchissent à changer leur motorisation. Et pour faire des longues distances, aller jusqu'au Havre, aujourd'hui, un moteur électrique n'est pas suffisant. Donc, des prolongateurs d'autonomie au bio-GNV se mettent en place. Et pour la première fois, une première autorisation européenne qui a été rendue il y a quelques semaines au projet Green Delhi River dans le domaine du fluvial qui permettra l'utilisation du bio-GNC, c'est quoi, gaz naturel comprimé, pour permettre la motorisation de ce bateau. Il y a des bateliers également de bateaux de tourisme sur la Marne et la Seine qui vont passer leur bateau au bio-GNV. Donc ça, c'est un enjeu. Évidemment, il faudra prévoir les stations d'avitaillement le long de l'axe Seine. Donc dans les schémas directeurs, ne pas oublier cette opportunité immense qui est l'axe Seine jusqu'au Havre pour décarboner les mobilités. Pour moi, deuxième élément, il y a un enjeu de santé publique. La qualité de l'air, elle est importante. Donc décarboner, c'est aussi améliorer notre santé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et troisième point sur l'hydrogène, il y a un enjeu donc sur les mobilités à hydrogène, que l'hydrogène soit vert. Et donc dans la réflexion qu'il faut avoir sur la production et la consommation d'hydrogène, il y a des schémas qui doivent aussi éviter d'augmenter le trafic routier dû au transport d'hydrogène. Et donc avoir une réflexion assez holistique, et là on rejoint énergie, réseau et mobilité, et donc sur certaines zones il y aura du sens à lier la production d'hydrogène vert aux consommateurs en passant par des petits réseaux qui viendront distribuer l'hydrogène, et qui évitera que des camions, en fait, même s'ils sont à l'hydrogène, fassent la navette et qu'on augmente le transport routier. Donc
voilà, toujours penser aux effets de bord et avoir une vision holistique et intégrer des choses. Donc ça, c'est mon dernier message. Merci. Cyril Guyot, sur l'hydrogène, vous avez quelque chose à ajouter? Parce que Florence Moret a dit pas mal de choses. Je vais reprendre un peu ce que j'ai dit, continuer à dynamiser la filière, donc en subventionnant notamment les usagers, continuer aussi à dynamiser l'amont, donc développer des nouveaux actifs de production de NR pour pouvoir produire l'hydrogène et accompagner cette filière nouvelle pour la dynamiser, pour avoir une montée en compétences qui soit locale et qui puisse bénéficier à tout le territoire. Frédéric Moulin, est-ce que vous avez un message pour le gaz, du coup? Alors, j'ai 3 messages aussi, donc 2 pour le gaz, 1 pour l'hydrogène. Donc, le premier, donc j'ai cité tout à l'heure la SMCGF Mobilité, mais il existe d'autres outils comme ça qui sont des outils de déploiement opérationnel, de solutions d'avitaillement. Donc ça, je crois que c'est important de s'appuyer sur des dispositifs qui existent déjà aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, on est vraiment dans ce moment, je redis notre préoccupation sur l'évolution du règlement CO2. Il y a un certain nombre d'acteurs qui essaient d'interpeller les pouvoirs publics sur le sujet. Clairement, la région Île-de-France est très fortement concernée par le sujet. Apprécier l'impact de l'évolution de ce règlement sur les enjeux de logistique en Île-de-France, je pense qu'il y aurait un travail intéressant à faire. Et puis le troisième point, sur l'hydrogène. Alors, effectivement, nous, on a une approche de l'hydrogène qui part plutôt des grands espaces industriels ou portuaires. Clairement, la modélisation du développement de l'hydrogène en Île-de-France est un peu plus problématique et va s'appuyer fortement sur la mobilité. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi de commencer à étudier dans des scénarios de modélisation quels vont être les besoins d'approvisionnement en l'hydrogène et comment on est capable de les organiser. Jean-Michel Génessier, je ne sais pas si vous voulez profiter d'avoir tous les énergéticiens autour de la table pour peut-être faire justement passer un message pour vous, votre vision de l'accélération de la décarbonation. Ça se voit au niveau local. Alors moi, je suis maire d'une petite commune de 15 000 habitants dans la métropole, et c'est pour cela que je suis à la métropole. Puis j'ai beaucoup travaillé sur les questions de logistique. Les maires sont conscients de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il faut quand même qu'on arrive à porter certains sujets pour qu'il y ait un déclic. Et le déclic on va pousser nos populations à aller dans le sens. Ce qui a été dit tout à l'heure sur les copropriétés est essentiel, parce que aujourd'hui on voit les copropriétés ne pas réagir, et pourtant dans ma commune il y a beaucoup de gens qui ont des véhicules électriques qui savent plus trop quoi faire, et donc il y a cette attente. Bon, ça c'est au niveau local. Puis au niveau un peu supérieur, c'est celui de la métropole du Grand Paris. C'était dit tout à l'heure, la zone à faible émission, donc on a le droit d'en parler, mais c'est un sujet effectivement quelquefois tabou dans certains cénacles ou certaines instances. Il est très clair que ce que nous attendons, nous, au niveau de la métropole, c'est que les prêts à taux zéro aujourd'hui sont quasiment acquis, il faut qu'ils soient garantis par l'État. Ça, c'est un élément évidemment très important. Et puis, il faut que le pouvoir de police soit accru pour que les personnes qui, à terme, ne respecteront pas la règle puissent être verbalisées. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours très facile de le dire quand on fait de la politique et donc quand on est sur la gestion de la cité, mais ça, c'est un élément important. Et puis, évidemment, cette zone à faible émission, elle ne pourra s'appliquer que si le marché est suffisamment en capacité de pouvoir délivrer en fait les outils. Parce que vous avez parlé de plusieurs énergies, y compris l'électricité, le gaz, l'hydrogène, enfin l'ensemble des énergies que nous pouvons connaître et qui sont aujourd'hui bien établies ou en développement. Très clairement, on le voit bien, les petits acteurs, c'est-à-dire les commerçants et les artisans, sont extrêmement inquiets en disant mais si nous arrivons à investir avec les subventions qui sont portées par plusieurs acteurs, qu'est-ce qui nous assure que la filière sera pérenne? Parce qu'aujourd'hui, tout le développement que vous faites, l'ensemble des innovations que vous portez, qui sont d'ailleurs proposées par l'ADEME et proposées par d'autres acteurs, moins influents que l'ADEME, mais quand même, ça existe dans l'ensemble des spectres, eh bien, la population, quelle qu'elle soit, les individuels ou les commerçants, les artisans ou les entreprises, ne pourront aller que si leur business plan permet aujourd'hui d'assurer un investissement qui aura un retour sur plusieurs années. Donc il faut avoir cela. Alors évidemment, ça c'est plutôt une incantation. Et le rôle de la métropole, c'est aussi cela. Et d'ailleurs, on converse avec d'autres métropoles, la métropole de Lyon, on converse avec Marseille, on converse beaucoup avec Lille, pour regarder tous ensemble comment on pourrait trouver les solutions à notre modeste niveau, pour faire que tous ces acteurs soient assurés. On a mené une enquête auprès des artisans et des commerçants. Alors, je ne peux pas vous dévoiler encore l'ensemble des éléments, mais
60% des artisans commerçants qui ont été auditionnés, il y en a plus de 5000, disent si nous passons à l'électrique, cet électrique-là, eh bien, nous n'irons pas le chercher chez nous, mais parce que nous ne mettrons pas de bornes chez nous, mais nous le voulons sur l'espace public. Il est clair que les 5000 bornes de Métropolis ne suffiront pas, que celles du CIGEF, dont vous n'avez pas vraiment parlé, mais le CIGEF est un acteur important, c'est un syndicat intercommunal du gaz et l'électricité, est essentiel. Et puis d'autres, eh bien, il faut qu'il y ait aujourd'hui une vraie réflexion pour faire que, au moins pour cela, parce que cette étude démontre cela, mais ensuite, effectivement, il y a toutes les actions qui sont menées par les autres acteurs qui sont ici présents pour le public, donc pour nos concitoyens, les métropolitains, eh bien, qu'on puisse avoir des solutions. Et là, il faudra aller très vite. Donc toutes les expérimentations qui sont données sur de la courte distance ou sur de la longue distance sont essentielles. Et je pense que nous, en tant que responsables politiques modestes, eh bien, nous devons avoir encore plus d'informations de votre part pour pouvoir les relayer, pas pour faire de la pub pour l'un ou pour l'autre, mais pour montrer que dans notre pays, et puis au sein de la métropole du Grand Paris, il y a des acteurs qui sont prêts à répondre à un défi qui est le défi de la santé, d'abord, vous l'avez dit, madame, mais aussi pour l'ensemble de l'environnement, eh bien, le défi de la décarbonation. Stéphane Ménoret, un dernier mot. Vous disiez tout à l'heure que donc, le sujet du financement est en passe d'être levé. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qui pourraient permettre d'accélérer encore ce déploiement de l'électrique ? Comme j'ai dit, notre mission essentielle, c'est d'accompagner le développement de la mobilité électrique avec principalement notre mission de réaliser le raccordement. 100% des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques sont raccordées au réseau de distribution, que ce soit les aires d'autoroute, que ce soit en voirie publique, et pour le résidentiel, dont le résidentiel collectif que j'ai évoqué. Et spécifiquement, sur le résidentiel collectif, Enedis s'est doté d'un véritable programme industriel pour pouvoir faciliter ce raccordement au vu des volumes à venir. Donc, programme industriel qui embarque nos 25 direction régionale qui maille l'ensemble du territoire, mais qui embarque aussi l'ensemble de la filière industrielle, que ce soit les fabricants de matériel, mais aussi les prestataires pour réaliser et installer ces infrastructures. Voilà. Merci à tous. On va faire une courte respiration pour essayer de ne pas être trop en retard pour la dernière table ronde de la matinée.